Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et tous. Nous recevons aujourd'hui Yoro Dia, politologue, avec qui nous allons aborder nombre de questions politiques qui font l'actualité. Monsieur Dia, bonjour. Bonjour. Alors, première question qui taraude tous les esprits. Y a-t-il une chance pour que l'opposition vienne à rafler la majorité à l'Assemblée nationale au sortir des prochaines législatives? Mais comme son nom l'indique, élection, ça veut dire qu'il y a, dans une démocratie, Vox Populi, Vox Dei. Bon, les hommes politiques débattent, proposent, mais le seul arbitre, le seul tribunal, c'est le tribunal du peuple, sans appel. Et le tribunal du peuple est sans appel. Donc la démocratie est la compétition des réponses aux questions que les citoyens se posent. Et les citoyens, eux, ils vont décider le jour des élections. Ils peuvent donner la majorité à l'opposition, ils peuvent aussi donner la majorité à la mouvance de Macky Sall. Mais ça, il faudra attendre le jour des élections pour le savoir. Mais ce qu'il faut retenir, je suis de ceux qui pensent, quel que soit le résultat des élections, nous avons des institutions suffisamment solides pour faire face à tous les cas de figure, cohabitation ou éventuellement, et puis renouvellement de la majorité de Macky Sall. J'aime souvent, je disais hier à un ami que l'acronyme de l'APR pour les législatives c'est très important. Et je dis pour les prochaines législatives, APR ça peut signifier avis préalable de résiliation du contrat de Macky Sall ou bien avis préalable pour le renouvellement du contrat de Macky Sall. Et c'est pourquoi les prochaines législatives sont un enjeu fondamental, aussi bien pour Macky Sall que pour l'opposition. Si Macky Sall gagne les législatives, ça veut dire simplement c'est un avis préalable de renouvellement de son contrat à durée déterminée qu'il y a au Sénégal. Maintenant, si l'opposition gagne, APR signifiera avis préalable de résiliation de son contrat en 2019. Et c'est pourquoi c'est un enjeu fondamental. Mais dire que l'opposition va gagner ou perdre, à mon avis, releverait de la spéculation. Comme on dit, Vox Populi, Vox Dei, il faudra attendre que le peuple décide pour savoir ce que le peuple décidera. Mais à mon avis, ce qui est intéressant sur le plan science politique, c'est de dire et de rassurer les Sénégalais, quel que soit le schéma de figure, comme je dis souvent, nous sommes une très grande et vieille démocratie. Quel que soit le schéma, nous avons des institutions suffisamment solides pour faire face. Alors, si jamais l'opposition venait à remporter ces législatives-là, quel impact cela pourrait avoir sur la gouvernance de Macky Sall? Non, mais si l'opposition gagne les législatives, nous serions dans ce qu'on appelle la cohabitation. Et à mon avis, j'ai toujours dit qu'au Sénégal, on ne comprendra jamais le rôle de Premier ministre aussi longtemps qu'il n'y aura pas la cohabitation. Et c'est quoi la cohabitation? Ça veut dire que les Sénégalais peuvent faire confiance à Macky Sall sur des questions régaliennes qui relèvent du président de la République. Ça veut dire la sécurité, la défense, la politique extérieure. Ils peuvent aussi ne pas faire confiance à Macky Sall pour la gestion des choses quotidiennes. Et c'est ça le gouvernement, notamment l'éducation, l'enseignement supérieur et beaucoup d'autres questions. Donc c'est ça la cohabitation. Les Sénégalais, les véritables détenteurs du suffrage, disent que sur ces questions régaliennes, nous faisons confiance à Macky Sall. Mais pour la gestion quotidienne, nous ne lui faisons pas confiance. Techniquement, ça veut dire que donc l'opposition à la majorité à l'Assemblée nationale forme le gouvernement et a donc le Premier ministre. Par contre, le président de la République devient chef de l'opposition. Et dans des institutions, on ne prévoit jamais la cohabitation. Contrairement à ce qu'on dit et pense, la France n'a jamais prévu la cohabitation. Il est arrivé dans la bonne marche des choses que le peuple français décide d'élire un tel président et de confier le gouvernement à une autre personne. Et j'ai l'habitude de dire que la France n'a jamais aussi bien fonctionné que pendant la cohabitation. Donc la cohabitation, c'est une sorte de division du travail. L'opposition à la majorité désigne un Premier ministre et le président de la République devient chef de l'opposition. Et c'est quoi la démocratie américaine? C'est ce qu'on appelle check and balance. Ça veut dire que les deux pouvoirs vont être obligés de dialoguer et de négocier pour le bon fonctionnement du pays. En tout cas, en France, ça se passe très bien. La France a souvent ses meilleurs taux de croissance pendant la cohabitation. Par exemple, Chirac-Jospin de 1996 à 2002, ça s'est très bien passé, l'économie était repartie, la croissance était là. Mais par contre, tous ceux qui estiment que le pays va être ingouvernable, mais il faut que les Sénégalais se rendent compte qu'ils ont une grande démocratie et qu'ils ont des institutions suffisamment solides pour pouvoir faire ça. C'est ça aussi la démocratie. Il faut que les hommes s'adaptent aux institutions. Si ça n'arrive pas en 2019, ça arrivera tôt ou tard. Et le peu que je connais des institutions sénégalaises, je pense que nos institutions sont suffisamment solides pour pouvoir gérer une cohabitation. Très bien. Alors beaucoup également pensent, eu égard au cas Khalifa Sall et Bamba Fall, que la justice au Sénégal roule pour le pouvoir. Est-ce votre avis? Non, mais moi j'ai toujours dit, le problème de la justice fait partie de ce que moi j'appelle les anachronismes démocratiques.
Nous sommes une grande et vieille démocratie, mais malheureusement, nous avons des anachronismes. C'est pourquoi notre démocratie, c'est un va-et-vient permanent. Parfois, on a des standards démocratiques dignes des États-Unis, de la Suède, dignes des démocraties scandinaves. Mais parfois, nous revenons au niveau du Congo. Et c'est quoi les anachronismes démocratiques? Quand Y'en a marre veut marcher, et ça devient un grand débat, tout le monde les attaque. Le gouvernement, les ministres, tout le monde se croit obligé de les attaquer, de les traîner dans la boue. Et je pense que dans notre démocratie, nous devons avoir de nouvelles polémiques. En matière de marche, aujourd'hui au Sénégal, vu notre standard démocratique, la polémique doit porter sur le nombre de manifestants. Est-ce que Y'en a marre a réussi à mobiliser 1 million ou bien est-ce que Y'en a marre a mobilisé 200 000 personnes? Et c'est ça la polémique. Pour la justice aussi fait partie des anachronismes démocratiques. Moi, je connais des juges indépendants très vertueux. Je connais des gens de l'IGE. L'IGE est un regroupement de compétences avérées. Les IGE, c'est des gens extrêmement compétents et qui ont un grand sens de l'État. Mais le problème avec l'IGE, c'est un peu l'instrumentalisation de l'institution. Aujourd'hui, la justice fait partie de nos anachronismes démocratiques parce qu'aujourd'hui, il y a une suspicion légitime sur le système judiciaire. Et je ne dis pas suspicion sur les juges, mais suspicion légitime sur le système judiciaire. Et qu'est-ce qui amène cette suspicion légitime sur le système judiciaire? C'est un peu cette concomitance suspecte entre l'agenda de la justice et l'agenda de la politique. On a l'impression que la justice est assujettie à un certain calendrier politique. Et c'est pourquoi j'ai toujours pensé que les juges du Sénégal, le système judiciaire du Sénégal, que j'appelle le maillon faible, doit prendre ses responsabilités. Si on règle ça, et puis notre démocratie devient une démocratie. Nous sommes déjà une grande démocratie. Si on règle la question de la justice, et notre démocratie devient une démocratie majeure. Ce qui fera que quand un juge convoquera un homme politique, moi je suis contre ceux qui disent oui, il faut une trêve judiciaire. Les politiciens ne sont pas au-dessus des lois. Nul n'est au-dessus des lois. Je suis contre la trêve judiciaire. Ce n'est pas parce qu'on va aller vers des élections qu'on ne va pas convoquer en tant des hommes politiques. Mais ça, pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait une justice à l'abri de tout soupçon. Il ne faudrait plus qu'il y ait cette suspicion légitime sur le système judiciaire. Ce qui fera que quand un juge convoquera un homme politique, en période électorale ou pas, tout le monde trouvera que c'est normal. Aujourd'hui, personne en France ne doute de l'impartialité du juge qui a convoqué François Fillon. Aujourd'hui, en Israël, le Premier ministre a été convoqué par le chef de la police parce qu'on estime que le Premier ministre a reçu des choses indues de la part des juifs américains. Donc le chef de la police fait son travail, il le convoque. Et à mon avis, c'est le seul maillon faible aujourd'hui qui manque de notre démocratie. Comme vous l'avez vu hier, on a une grande armée, on a une grande administration, on a une grande presse. Le maillon faible de notre démocratie, à mon avis, c'est la justice. Très bien. Alors revenons à l'opposition. Pensez-vous possible que l'opposition puisse se fédérer autour d'un front uni? À mon avis, ça va être difficile parce que nous sommes en politique et puis les gens du pouvoir font tout faire pour qu'il n'y ait pas ce de l'opposition. Parce que aussi, c'est des élections législatives avec le fameux Raougadou. C'est quoi le fameux Raougadou? Avec 30%, vous pouvez gagner un département. Si vous arrivez premier au niveau du département, vous pouvez le gagner. Et d'ailleurs, je pense que les manœuvres ont déjà commencé. Et d'ici juillet, d'ici les élections législatives, nous risquons d'assister à beaucoup de surprises. Et naturellement, aujourd'hui, pour toute l'opposition, Macky Sall est la contradiction principale. Et c'est ça le bon sens. Macky Sall est la contradiction principale, donc on devrait oublier les contradictions secondaires pour se regrouper, pour régler la question de la contradiction principale. Mais la question qui se pose, est-ce que les égos des uns et des autres va pouvoir l'emporter sur cette simple question de bon sens? Et je ne suis pas sûr que les gens peuvent mettre au placard les questions d'ego pour se concentrer sur la contradiction principale. Si l'opposition y va de façon désunie, c'est une aubaine pour Macky Sall, parce que c'est le parti au pouvoir, il peut facilement avoir 30%. Si l'opposition est désunie, on risque de se retrouver dans un schéma où l'opposition regroupée se trouve majoritaire dans le pays, mais se trouve forcément minoritaire au Parlement. Et je crois que c'est arrivé une fois dans notre histoire, que l'opposition se regroupe, toutes les voix de l'opposition réunies, l'opposition est la majorité, mais se trouve minoritaire au Parlement à cause du mode de scrutin. Très bien. Alors vous avez également parlé tout à l'heure du mouvement Y'en a marre qui projette une manifestation le 7 avril prochain. Est-ce que vous pensez que ce mouvement a toujours le crédit et la conviction nécessaires pour faire évoluer les choses? Non, nous sommes en démocratie. Ça veut dire que c'est l'opinion qui donne des attributs d'image. C'est l'opinion, c'est le jugement. En démocratie, ce qui est le plus important, ce n'est pas l'image réelle, c'est l'image perçue. Et en démocratie, c'est l'opinion qui délivre, c'est l'opinion qui juge. C'est pourquoi on dit Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple et la voix de Dieu. Quand Y'en a marre veut manifester le 7 avril, mais le pouvoir n'a qu'à observer.
Y'en a marre a promis de mobiliser 1 million de personnes. Si Y'en a marre mobilise 1 million de personnes, on peut en déduire que Y'en a marre est encore crédible. Si Y'en a marre ne mobilise pas, on peut en déduire que Y'en a marre n'est plus crédible. Mais ça, c'est du ressort de l'opinion, c'est du ressort des populations. Ce qui est intéressant dans Y'en a marre est que, à mon avis, je disais avant-hier à un ami, Y'en a marre va réussir sa manifestation à cause de l'intolérance pavlovienne des gens du pouvoir. Les gens du pouvoir sont dans une intolérance pavlovienne. Mais quand même, dans ce pays, nous sommes une démocratie depuis 1848. Y'en a marre dit on veut marcher. Le pouvoir en fait un événement. Tous les jours, de grands responsables au sommet de l'État se prononcent sur Y'en a marre. Et c'est ça qui fait la réussite d'un événement. Et dans une démocratie comme la nôtre, marcher ou se rassembler, à mon avis, doit être d'une banalité extraordinaire. Ce qui se passe avec Y'en a marre, à mon avis, sur le plan science politique, Y'en a marre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles logiques de l'engagement collectif. Aussi simple que ça. Nous sommes une vieille démocratie, nous avons des partis qui ont 50 ans. Il y a des Sénégalais qui ne se retrouvent plus dans le fonctionnement des partis politiques. Et c'est ce qu'on appelle les nouvelles logiques de l'engagement collectif. C'est aussi simple que ça. Maintenant, Y'en a marre a joué un rôle fondamental dans la chute de Wade. Notre démocratie a évolué. Et à mon avis, c'est un test majeur pour Y'en a marre le 7 avril. Si Y'en a marre parvient à mobiliser 1 million de personnes comme ils disent, ça veut dire que le mouvement est encore crédible. Si Y'en a marre ne parvient pas à mobiliser, les gens devront en tirer les conséquences. Mais ça, c'est du ressort de l'opinion. Ce n'est pas du ressort du droit administratif, ce n'est pas du ressort du préfet, ce n'est pas du ressort du ministre de l'Intérieur, c'est du ressort de l'opinion sénégalaise. Maintenant, on va attendre le 7 avril pour voir est-ce que l'opinion répond toujours à l'appel de Y'en a marre ou est-ce que l'opinion estime que Y'en a marre a eu son heure de gloire en combattant Wade et que maintenant Y'en a marre doit passer à autre chose. Mais ça, c'est du ressort de l'opinion, pas du ressort de la police, pas du ressort du ministre de l'Intérieur, pas du ressort du président de la République. Très bien. Alors, M. Dia, qu'est-ce qu'il faut, selon vous également, aujourd'hui, pour apaiser la tension verbale en cours dans le landerneau politique sénégalais? Parce qu'on a constaté que ces jours-ci, quand même, il y a beaucoup d'invectives, disons. Non, mais c'est normal, mais rien, il ne faut pas apaiser la tension verbale. C'est inhérent à la démocratie. C'est ça la différence fondamentale entre démocratie et dictature. Dans une dictature comme celle de Sékou Touré, comme celle de Yahya Jammeh, la seule vertu, comme celle de Corée du Nord, la seule vertu du citoyen, c'est le silence. Et c'est pourquoi, quand vous êtes dans une dictature, vous vous rendez compte que le pays est silencieux. La démocratie va avec le débat et le bruit. Donc, estimons-nous heureux que dans notre démocratie, qu'il y ait cette tension verbale. Mais, tension verbale acceptable, mais pas de tension physique. Et c'est ça aujourd'hui le débat. La démocratie va avec le débat. Pourquoi la démocratie va avec le débat? Parce que dans une démocratie, il n'y a jamais de vérité définitive. Dans une démocratie, tout est relatif. Mais regarde le défilé. Les gens du pouvoir disent aujourd'hui dans la presse que c'est un défilé exceptionnel, le président a fait un grand discours. L'opposition qui est dans son rôle dit que oui, c'est une répétition. Et c'est ça la démocratie. Il faut que les gens l'acceptent. Il faut que les gens du pouvoir acceptent ça, que la démocratie va avec la contestation. La démocratie, un être humain normal a 2 poumons pour respirer. Une démocratie normale, forte, a 2 poumons. Le poumon de la majorité et le poumon de l'opposition. L'opposition est dans son rôle. Et c'est pourquoi il faut que les gens du pouvoir arrêtent cette intolérance pavlovienne qui fait que chaque fois que quelqu'un se prononce, quand Y'en a marre parle, et puis, je ne sais pas, et puis on lâche les barbares pour qu'ils disent oui, mais c'est des corrompus, chaque fois que quelqu'un d'autre se prononce, qu'on lâche les autres. C'est ça la démocratie. Quand on est dans un système démocratique, il faut accepter le relativisme. Il n'y a que dans la religion où nous avons des vérités simples et définitives à des questions complexes. En démocratie, il n'y a pas de vérité définitive, ce qui veut dire que toutes les vérités sont relatives. Ce qui fait que dans une démocratie, il y a forcément le débat et la contestation. Moi, je commencerai à avoir peur le jour où Macky Sall fait un discours et que l'opposition applaudisse pour dire que c'est un génie. Et ça veut dire que nous ne sommes plus dans un système démocratique, nous serions carrément dans un système totalitaire. Donc la démocratie va avec le débat, la démocratie va avec le bruit, la démocratie va avec la tension verbale. Mais la démocratie ne va pas avec la tension physique. Et c'est ça qu'il faut éviter. Tout à fait. Alors pour terminer, dernière question, quelle appréciation faites-vous de la communication politique de Yakham Mbaye? Mais en tout cas, en matière pour la gestion de l'histoire de Y'en a marre, et puis j'ai vu dans la presse que le président, mais c'est le président qui a raison. C'est le président qui a raison. Y'en a marre, c'est les libertés publiques, comme je dis souvent, les libertés publiques et les libertés démocratiques ne sont pas un don de l'alternance. Nous avons connu 2 alternances, l'alternance avec Wade et l'alternance avec Macky Sall. Il faut que les gens sachent que l'alternance elle-même est le produit des libertés publiques. Le pouvoir de Macky Sall est un produit des libertés publiques. Vous ne pouvez pas être produit des libertés publiques et vouloir empêcher l'exercice de ces libertés publiques.
Et j'ai lu dans la presse que le président a rappelé Yakhambé alors pour lui demander de laisser Y'en a marre manifester. Je pense qu'il faut saluer la décision du président. Et c'est ça la sagesse. La place de l'Obélisque, Y'en a marre veut manifester le 7, le préfet de Dakar n'a qu'à autoriser la marche, Y'en a marre s'engage à mobiliser 1 million, on verra si Y'en a marre mobilise 1 million. Maintenant, si les gens du pouvoir veulent manifester, ils n'ont qu'à manifester le 8. Et moi, je suis de ceux qui disent que oui, mais c'est bien la place de la nation. Moi, je pense qu'il faut transformer l'Obélisque en une esplanade des libertés. Que ce soit un endroit où il peut y avoir des manifestations de façon permanente. Y'en a marre, manifester le 7. Le pouvoir peut manifester le 8 ou le 9, mais il ne faut pas attendre que Y'en a marre dise que nous allons manifester le 7 et puis que, comme des matamors, vous dites oui, on va empêcher la manifestation, on va manifester le même jour. Et à mon avis, c'est des tensions inutiles. Et c'est ce que moi j'appelle les polémiques inutiles. C'est ce que j'appelle les anachronismes démocratiques. Nous ne sommes pas dans un régime de parti unique, nous ne sommes pas dans un régime de dictature, nous sommes une grande et vieille démocratie. Il y a certaines pratiques qu'on ne devrait plus accepter dans notre démocratie. Et je pense que le Sénégal doit respecter, doit régler le débat sur les anachronismes démocratiques. Et c'est quoi les anachronismes démocratiques? Le débat sur les libertés, le débat sur le fichier électoral, le débat sur la justice. Le jour où on va régler ça, on va avoir dans ce pays un véritable débat. Parce que dans ce pays, il n'y a jamais eu encore de véritable débat. Hier, on a fêté le défilé. Comme je dis souvent, je me répète, l'armée a gagné la guerre en Casamance. Mais aujourd'hui, il importe aux hommes politiques sénégalais de nous dire comment ils vont gagner la paix. Et ça doit être un débat essentiel pour les législatives. Aujourd'hui, chaque année, on dit qu'il faut sauver l'école. Mais pour les législatives prochaines, ça peut être comme c'est pour avoir le gouvernement, la majorité à l'Assemblée nationale. Il faut que les hommes politiques nous disent, mais au lieu de sauver chaque année l'école, chaque année l'année scolaire, comment on va faire pour sauver l'école publique? Comment on va faire pour sauver l'école publique? L'État du Sénégal s'est engagé dans le PSE qui va nous engager pour 35 ans. Les législatives doivent constituer un excellent moyen pour que l'opposition et la majorité discutent du PSE. Est-ce que c'est bon, est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas? Et à mon avis, c'est ça la démocratie. Il faut que dans ce pays, vu notre niveau de démocratie, que les gens exigent un véritable débat. Un véritable débat, ce n'est pas des débats de personnes. Un véritable débat, vu notre démocratie, ce n'est pas un débat sur les libertés publiques. Est-ce qu'il y en a marre pour marcher ou pas? Est-ce que Yakhambé va faire une contre-marche? Aujourd'hui, le véritable débat, à mon avis, ça doit porter sur l'économie, sur la politique extérieure, sur la sécurité nationale. Pour que les gens qui aspirent à nous gouverner, qu'on connaisse un peu leur idée sur la gestion du pays, sur la santé, sur l'éducation, sur la politique extérieure. Et à mon avis, il est urgent de régler ces anachronismes démocratiques pour que pour les prochaines législatives, pour qu'on ait enfin un véritable débat. Très bien, mesdames, messieurs, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle que nous recevions ce matin M. Yoro Dia, M. Dia, politologue. M. Dia, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.